Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis votre hôte Jean-François Sénéchal. Bienvenue à IA Café, notre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Écoutez, ça y est, c'est notre 100e épisode. Et pour souligner notre 100e épisode, il fallait frapper fort et marquer les esprits. Chers amis, ce sera fort en café cette semaine, puisque vous vous apprêtez à prendre un café avec la figure de proue en intelligence artificielle, avec l'un des plus grands experts en intelligence artificielle dans le monde, et c'est pas peu dire, avec l'un des co-récipiendaires du prix Turing en 2018, que plusieurs qualifient de prix Nobel de l'informatique. Chers amis, Yoshua Bengio est avec nous. Quel honneur, Yoshua. Ça va bien? Ça va bien, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci, Yoshua. C'est vraiment un honneur. J'ai hâte de discuter avec. J'ai trop de questions, là, mais là, on verra. Là, je vais essayer de trier au fur et à mesure. Nos auditeurs vous connaissent évidemment très bien. On a un auditoire francophone constitué de passionnés, sinon d'érudits en intelligence artificielle. Ce serait gênant si je ne connaissais pas un peu votre parcours. Je me permets de mentionner, fondateur, directeur scientifique du MILA, donc l'Institut québécois d'intelligence artificielle, cofondateur en 2016 du défunt Element AI, notre fleuron jadis de l'intelligence artificielle, prix Turing, je le disais, en 2018, partagé avec Geoff Hinton et Yann Lequin. Pour ses travaux précurseurs dans les années 90 sur l'apprentissage profond, il reviendra. Et en 2022, ça c'est moi qui étais impressionné par tout ça, Yoshua Bengio était classé au premier rang des informaticiens les plus cités au monde. Puis ça, pour un chercheur là, d'être cité, c'est important. Tu sais, un petit parcours de rien du tout, Yoshua plutôt. Commençons peut-être avec le prix Turing, Yoshua. Comment ça se vit? Ça va me permettre aussi de démystifier comment ça se fait, là, la recherche en intelligence dans un laboratoire informatique. Là. Comment ça se vit concrètement, un projet de recherche qui mènera ultimement à un prix Turing? Là. Comment ça commence? À quoi ça ressemble dans les labos? C'est quoi les idées fondatrices? Là? En tout cas, c'est pas en pensant qu'on pourrait avoir un prix, ça c'est clair. Non. Euh, c'est comme la science en général. On écoute notre intuition qui nous oriente dans des directions potentiellement intéressantes. On écoute notre raison pour rester groundé dans ce qui est cohérent avec ce qu'on connaît et on explore. C'est ça, la recherche, cette exploration. C'était-tu des gros laboratoires que vous aviez? À quoi ça ressemble? Déjà, un laboratoire en informatique, ça ressemble à quoi? Ça varie beaucoup d'un prof à l'autre. Quand j'étais tout jeune prof, j'ai commencé avec 0 étudiant, ensuite 1, 2. Dans les années début 2000, c'est l'époque où l'idée d'apprentissage profond vraiment a décollé, c'est-à-dire qu'elle a émergé puis qu'elle a décollé dans les débuts des années 2010. Au début des années 2000, je devais avoir une douzaine d'étudiants, ce qui est assez dans la moyenne des profs d'informatique, un petit peu au-dessus. Après, ça a augmenté. Maintenant, j'en ai comme 25. Fait que c'est beaucoup plus que la moyenne. Mais j'ai beaucoup de post-doc et je suis pas mal déchargé d'enseignement. Donc, je me concentre beaucoup à la recherche. Fait que c'est un peu injuste d'ailleurs, là, mais c'est des Non, il y choix en a que qui. l'université Je a sais fait. qu'il y en a plusieurs autour de moi qui rêvent de juste ça, là. Des profs qui Ouais, rêvent juste de ouais. faire Comme de la chercheur, recherche, pas d'enseignement. Puis le financement, ça ressemblait à quoi à l'époque? Tiens, comparons les deux époques. Au début, quand les premiers ébauches de ce projet étaient là, puis le financement maintenant, ça me fascine ça aussi de voir. Il y a quand même des choses positives à dire sur la manière dont, dans notre pays, on finance la recherche. C'est que c'est assez, un peu socialiste, là, dans le sens que, en informatique, par exemple, je sais pas les statistiques récentes, mais à l'époque où j'étais sur le comité du CIRSNG, il y avait à peu près 90% de succès. Tout le monde reçoit un peu d'argent, mais presque tout le monde en reçoit. Donc, malgré le fait que ce que je faisais n'était pas vraiment populaire là, il y a 20 ans, Oui, c'était pas populaire il y a 20 ans, ça.
Non, c'était pas populaire, Mais c'était financé quand même. mais c'était financé quand même, c'est ça. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus les montants d'argent sont beaucoup plus concentrés entre les mains de quelques-uns et c'est plus difficile pour quelqu'un qui est dans les marges ou des choses pas trendy. Euh, bon, Puis après votre... ça, au Canada, on a un système double, c'est-à-dire qu'à la fois, on donne un peu d'argent à tout le monde, puis on a aussi un système élitiste avec des chaires et tout le kit, là. Ben Donc, oui. à un moment donné, j'ai bénéficié de chaires. Il y a une chaire du Canada, puis après, à partir de 2017, j'ai eu des chaires IA qui ont été créées pour l'IA. Fait que, tu Ah. sais, à un moment donné, là, je Il y a un moment donné pense que que c'est correct, là, c'était l'IA, là, c'est c'est devenu ça. assez... C'est à partir de quand, De là, 2000, l'argent, on vous le lance dans le visage, là? je n'irai pas jusque-là, mais c'est certainement beaucoup plus facile pour les chercheurs en IA aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Je pense que c'est pas un mauvais calcul. Ben, c'est sûr que là, je parle pour ma paroisse, mais considérant l'impact que l'IA va avoir sur la société, on a intérêt à savoir de quoi on parle ici. Ben Puis, oui. soit dit en passant, c'est quelque chose que je répète inlassablement. Aussi qu'on comprenne l'impact sur la société de ce qui est en train de se fabriquer, parce que ça, on ne le fait pas assez. Tout à fait. Puis ça fera partie des thèmes qu'on va aborder un peu plus tard. Évidemment, je connais vos préoccupations envers ces enjeux. Restons dans le prix Turing. Est-ce qu'il y a un moment dans le laboratoire où on se dit, ça y est, là, on s'en va, peut-être pas on va gagner un prix Turing, là, mais on s'en va dans la bonne direction, puis il y a vraiment des choses, des publications. Est-ce qu'il y a des moments, est-ce que ça vient progressivement ou est-ce qu'il y a un moment plus marquant où on se dit, là, on est sur une piste, là? Ça se fait par étapes. Un moment de transition importante, je dirais, c'est autour de 2012-2013, où les grandes compagnies, les big tech, tout d'un coup réalisent qu'il y a une pièce à faire, puis qu'ils achètent, entre guillemets, mes collègues Yann Lequin puis Jeff Hinton. Ah oui. Euh, C'est ça fait ça un qui choc arrive, quand là. même. Ben oui, ils achètent vos collègues. C'est Ben, comme je ça que veux vous... dire des salaires mirobolants, là. Oui, le chant des sirènes, il y en a Qui plusieurs qui y ont recrutent. répondu, là. Exact. Mais tu sais, je les blâme pas, là. Il y avait des moyens aussi de faire de la recherche en termes d'ingénierie, en termes de puissance de calcul et tout ça, de données, qui reste, qui est de plus en plus difficile à faire dans Ben le oui. cadre universitaire. Mais donc, après ça, ils se sont mis à recruter là, tout ce qui sort des départements là, avec l'expertise en apprentissage automatique, au point qu'aujourd'hui, il y a une proportion, je ne sais pas le chiffre, là, mais c'est peut-être environ la moitié des articles en apprentissage profond et IA Qui là, se font à qui viennent de l'extérieur. l'industrie. Là, c'est-à-dire, Oui. donc, Puis vous, ça vous a pas tenté de ce pont d'or-là, là, vous a pas le chant des sirènes, les avez-vous entendus? je l'ai écouté. J'étais déjà préoccupé par des enjeux éthiques. À l'époque, en 2013, ma crainte, c'était que l'IA soit utilisée pour faire de la publicité ciblée, puis je considérais que c'était malsain d'un point de vue moral et économique d'ailleurs, Wow. et que c'est de la manipulation, mais la manipulation à un niveau qui pourrait devenir dangereux. Puis là, aujourd'hui, on est en train de vivre J'allais la chose. dire, Là, c'est pas mal ça qui est arrivé, là. ouais. Ben, passionnant de voir ce cheminement-là. Bravo d'avoir résisté à ces tentations-là. Je voulais mentionner un court passage, quelques questions sur Element AI. Je sais que ça fait quand même quelques années de tout ça, mais moi, je me rappelle que au tout début de notre podcast, c'est sûr qu'Element AI, c'était partout. Je le disais en introduction, on parlait du fleuron de l'IA au Québec. On avait l'impression là, qu'on avait la naissance d'un nouveau Google québécois, puis ça a été racheté par ServiceNow quelques années plus tard. Je connais pas toutes les raisons qui ont été associées à cette vente-là, mais ça me semblait en tout cas à l'époque une perte importante, notamment pour ceux qui y travaillaient. C'est quoi les leçons que vous avez retenues de cette belle aventure Element AI, Yoshua? Oh, on a manqué de grosses chances. Si les investisseurs avaient voulu tenir 1 ou 2 ans de plus,
Donc, jusqu'à l'arrivée de ChatGPT, les choses seraient bien différentes, là, parce que depuis l'arrivée de ChatGPT, l'investissement dans les compagnies d'IA a explosé de manière phénoménale. Ah oui. Donc, c'est vraiment plate, là, je sais. Puis c'est un peu que les investisseurs, parfois, surtout les investisseurs, gouvernementaux, que je ne nommerai pas, sont très conservateurs. Et l'idée d'investir sur plus d'années, avec plus d'ambition, qui est dans la culture de la Silicon Valley, ben on ne l'a pas malheureusement intégré au Québec. D'ailleurs, au Canada, plus largement, c'est long à faire son chemin, cette idée-là. C'est vrai que c'était juste avant ChatGPT. Nous autres, on le voyait dans nos statistiques de téléchargement. Là, tout à coup, notre podcast, il devenait vraiment tendance depuis qu'on parle de ChatGPT. Puis c'était comme ça aussi dans ce domaine-là. Quelques années, quelques mois auraient suffi pour là qu'on prenne pour de vrai la vague. Là. Ouais. Bon, on regrette ça. On Surtout regarde que ça. les affaires de langage naturel et tout, c'était une des forces importantes. Et qu'on faisait Ah oui? déjà des modèles de langue et tout ça avant ChatGPT, ben, c'est-à-dire qu'il faisait sûrement aussi à OpenAI, Ben oui. mais je veux dire qu'on ne serait pas parti de zéro comme plein de compagnies qui se sont mis à investir à partir de là. On avait une longueur d'avance. Je dis on, moi je n'étais pas beaucoup impliqué là-dedans, mais quand même, c'est triste pour le Québec. Ouais, on regrette un peu tout ça. On avait l'impression d'être là, d'être au centre, au cœur de tout ça. Puis tout à coup, on a eu l'impression que ça nous échappait un petit peu. Écoutez, on va sauter dans les thèmes, les intérêts de recherche. On va parler de technique. On a un expert technique informatique. Il faut au moins prendre le temps de le faire. Commençons par l'apprentissage profond. Écoutez, moi, j'utilise ça toutes les fois que je fais un podcast, puis je sais pas c'est quoi. C'est quoi le deep learning, Yoshua? Comment on l'explique simplement à ceux qui, comme moi, font pas beaucoup d'informatique, là? OK. Comment On va ça commencer fonctionne? par la base, c'est-à-dire que c'est des systèmes qui apprennent à faire des choses et donc on ne programme pas à répondre d'une certaine manière. C'est un peu comme si vous élevez un enfant, il vit son expérience, vous lui donnez peut-être du feedback de temps en temps, mais vous ne savez pas comment il va tourner. Est-ce que ça va être un génie de la biologie ou un sociopathe qui tue tout le monde? On ne sait pas. Alors, plus précisément, les principes derrière l'apprentissage profond, c'est des principes inspirés de la biologie, des neurosciences. C'est pas une copie de comment ça se passe dans le cerveau, mais un certain nombre d'idées mathématiques qui viennent de là, et même qui viennent des années 50, là, 40, 50. Puis avec un renouveau dans les années 80, avec les travaux de Hinton qui ont été récompensés justement par un prix Nobel là, C'est quoi de les grandes physique. idées? Comment? C'est quoi les grandes idées? Vous parliez des grandes idées qui étaient Bon, là, au alors, début, qui font que... il faut faire le contraste avec les grandes idées de comment était l'IA au début des années 80, c'est à l'époque des travaux qui leur ont valu ce prix, puis à l'époque où moi je commence mes études universitaires et ma recherche. On pensait à l'époque qu'on pourrait fabriquer des IA en leur donnant des règles, des faits, puis ensuite utiliser la logique, finalement, Ouais. pour arriver à des conclusions, pour répondre à des questions. Il s'avère que ça marche pas pour toutes sortes de raisons qui pourraient discuter longuement. Par contre, ce qui a fonctionné, c'est les réseaux de neurones, c'est l'idée que on fabrique des réponses à partir des questions à travers un nombre de calculs immense qui implique un nombre très, très grand d'unités qui ressemblent à des neurones, donc les neurones artificiels, qui se communiquent entre eux. Et simplement en changeant la manière dont ces unités communiquent entre eux numériquement, un petit peu à la fois, à chaque fois en s'assurant que, pour un exemple donné, on donne une réponse un peu plus proche de ce qui est la bonne réponse. Puis on répète ça des milliards de fois, comme nous d'ailleurs. Chaque instant de notre vie, notre cerveau s'adapte un tout petit peu. On n'est pas le même 2 jours plus tard, puis on n'est pas encore moins le même 2 ans plus tard. Mais c'est pareil, là. Après, la partie profonde, c'est qu'avant, début des années 2000, on ne savait pas du tout comment entraîner des réseaux qui impliquent non seulement un grand nombre de neurones, mais avec
le message qui passe d'un groupe de neurones à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Donc, cette profondeur de calcul, on savait juste faire avec 2 couches. Et puis, après, ça marchait pas bien. Puis là, on a découvert des manières de faire avancer ça et ça a permis d'apprendre des choses plus complexes. Puis en parallèle, les quantités de données disponibles pour les tâches, certaines tâches d'intelligence artificielle, images, langage, son, parole, etc., étaient en augmentation. La puissance de calcul est en augmentation et il y a eu un hasard qui fait que les puces qui servaient aux jeux vidéo, les Graphics Processing Unit, GPU, Ben oui. ça donne que c'est assez adéquat pour faire ces calculs matriciels qui se retrouvent dans les réseaux de neurones. Et donc, tout ça, ça a permis d'accélérer la recherche dans le sens de pouvoir faire des réseaux de neurones plus gros, qui peuvent absorber plus de connaissances, puis finalement qui sont plus compétents. Grosse surprise, quand on apprend des fonctions plus complexes et qu'on permet à cette complexité d'augmenter avec la quantité de données, puis d'avoir plus de données, ben jusqu'à aujourd'hui, c'est un long chemin vers plus de flexibilité dans ces réseaux, donc plus de capacité, plus de neurones, plus de poids dans la connexion, les connexions de ces réseaux, et beaucoup plus de données aussi. Et puis c'est comme une recette super simple en fond, et ça donne ce qu'on voit avec ChatGPT. Sauf que c'est pas quelque chose, une fois qu'on l'a entraîné, qu'on peut facilement expliquer en mots pourquoi est-ce qu'il donne cette réponse-là et pas une autre. Et quand il fait des choses qu'on veut pas, on sait pas trop comment l'arranger, à part dire non, fais-le pas, mais ça revient peut-être sous une autre forme. Donc, c'est quelque chose qu'on comprend au niveau des mécanismes d'apprentissage, mais qu'on comprend pas nécessairement pourquoi il arrive à telle conclusion, pourquoi il fait des erreurs de ce type-là. C'est sûr que beaucoup de gens s'y penchent, mais il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Mais le parallèle avec les neurones, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que les neurones aussi, on ne sait pas trop comment on fait pour faire bouger de l'information. Quand on regarde, il n'y a rien de plus inerte que regarder, j'ai fait de la biologie, regarder un cerveau. On comprend pas là, comment un cerveau, des neurones peuvent transférer de l'information, stocker en mémoire. Tu sais, il y a des souvenirs que j'étais tout petit. Là. C'est là, dans théories, cette masse. Mais oui. il y a beaucoup de mystères encore sur vraiment comment ça se passe. Puis c'est quoi pourquoi le neurone, c'est devenu étant donné que je trouve toujours que c'est un drôle d'outil, c'est-à-dire que le neurone, moi j'ai de la difficulté à expliquer c'est quoi un neurone biologique, même si j'ai fait de la biologie. Puis là, on se sert de cette analogie-là pour parler de l'intelligence artificielle. C'est quoi les concepts dans le neurone que vous avez choisis pour dire, ben ça, c'est des concepts qui sont intéressants, qu'on peut transférer en intelligence artificielle? C'est un jargon technique, là, mais... Oui, alors, le neurone dans votre cerveau, il agrège les signaux qui viennent d'un paquet d'autres neurones, environ 1000 en moyenne. Et c'est-à-dire qu'il additionne tout simplement les signaux qui viennent d'autres neurones. Et ensuite, il envoie un signal à encore plein d'autres, là, environ 1000 aussi. Ça varie des sortes de neurones. Il envoie un signal différent. Oui, ça? Qui n'est pas juste la moyenne de tout le monde, mais qui est effectivement un genre de vote pondéré par la force des connexions entre les neurones. Et il y a une non-linéarité, c'est-à-dire que c'est pas juste des additions puis des multiplications. Puis ces non-linéarités, il y a des seuils là, dans ces calculs qui font que, au total, quand on combine beaucoup de ces calculs, on obtient quelque chose qui peut être extrêmement non-linéaire, c'est-à-dire extrêmement complexe, en fait. Alors que s'il n'y avait pas ces non-linéarités, on pourrait juste représenter des phénomènes linéaires entre les entrées et les sorties. Donc, en fait, on peut représenter n'importe quelle, prouver qu'un réseau de neurones assez gros peut représenter n'importe quelle fonction, entre guillemets, mathématiquement raisonnable, comme n'importe quel programme, finalement. Alors, c'est juste qu'un programme, d'habitude, c'est des humains qui écrivent si ça, tu fais ça, sinon ça. Oui, puis c'est très linéaire. C'est pas le bon mot, mais en tout cas, on pense savoir ce que ça fait, un programme, parce qu'on le design. Tandis que là, c'est pas du tout ça. C'est le programme s'adapte en changeant ces quantités numériques qui sont en nombre extraordinaire. Là, on parle d'un billion en français, de connexions. Et il y a d'autres choses dont on pourrait parler, mais finalement, cette recette, en gros, qui est inspirée aussi de comment nous, on apprend, c'est-à-dire un exemple nous fait un petit changement
un autre moment de vie là, de quelques 100 millisecondes, fait un autre petit changement, etc., Oui. etc. Et c'est l'accumulation de tous ces petits changements, finalement, qui est la clé d'apprendre des quantités énormes d'informations et d'apprendre à les combiner pour pouvoir faire des prédictions, puis généraliser à des nouveaux cas. C'est tout un pan intéressant de la théorie aussi. Là. Vraiment, vraiment intriguant. On parle aussi d'apprentissage. Déjà, l'apprentissage humain, c'est complexe. J'imagine que l'apprentissage machine, ça s'en inspire un peu. On parle donc des IA qui apprennent en mobilisant leurs neurones. Là, c'est là que je pense qu'on parle d'apprentissage. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire des rapprochements, là aussi le conceptuel, je suis un philosophe, là, fait que je rentre vite dans les concepts, là. Dans quelle mesure on peut faire des rapprochements conceptuels là, entre notre façon d'apprendre, notre façon de raisonner, nous humains, là, avec une belle intelligence naturelle, puis le parallèle avec ce qu'on voit avec l'intelligence artificielle, là, ces parallèles-là avec l'intelligence ou l'apprentissage d'un, l'apprentissage de l'autre? Est-ce qu'on abuse du terme apprentissage ou il y a vraiment une forme d'apprentissage qui est là? Non, je pense pas qu'on abuse. Simplement, il faut élargir le sens du mot apprentissage. Si on regarde les différentes formes d'apprentissage entre différentes espèces, puis qu'on considère l'apprentissage dans les réseaux de neurones, c'est comme si on avait une nouvelle espèce. Là, Oui. c'est pas exactement la même chose que notre cerveau. D'ailleurs, on sait pas exactement ce qui se passe dans notre Ben non. cerveau, mais ça fait partie d'un continuum ou d'un ensemble qui est basé sur le principe de on fait des changements qui ont comme conséquence de optimiser quelque chose, par exemple, mieux prédire ce qui va arriver ou de nous permettre d'atteindre des objectifs quand on pense à un système qui apprend à agir dans son environnement. Et d'ailleurs, je vais mentionner deux analogies intéressantes que je trouve utiles. Et puis les analogies étant toujours à prendre avec des grains de sel, un grain de sel, Oui. évidemment. Donc, l'une d'elles, c'est le fait que ce qu'on a fait jusqu'à présent avec l'apprentissage profond, si on compare avec l'intelligence humaine, c'est comme juste une partie de l'intelligence humaine qu'on a vraiment réussi à imiter relativement bien. C'est la partie que certains psychologues appellent système 1, intuition, ce qu'on est capable de faire très vite. Là, tu me poses une question, je te donne une réponse tout de suite. Ouais. Sans réfléchir. Ça, on est bon en informatique pour faire ça? Ben oui, c'est là-dessus qu'on est bon. Ah oui. Ouais. Et ce L'intuition, sur quoi c'est on est moins intéressant. bon, c'est système 2, c'est-à-dire ce qui est délibératif. Ouais. On y pense avant d'agir, ce qu'on nous dit qu'on devrait faire puis qu'on ne fait pas assez, là. Qui est plus rationnel peut-être, Ouais. mais en tout cas qui est basé sur un discours intérieur. Donc ça, on y vient, là. Les gens travaillent là-dessus. Je suis un de ceux qui dit que c'est important depuis une dizaine d'années. Mais là, O1, le nouveau modèle de OpenAI, Ben oui, il est là, c'est il un nous des dit premiers qu'il qui réussit vraiment à briser une espèce de mur du son là, autour de cette question de système 2, puis qui d'ailleurs performe beaucoup mieux en tout ce qui est sciences, mathématiques, programmation, raisonnement. Puis ce qu'on appelle penser à ce moment-là, c'est, vous parlez de discours interne, c'est ça? Oui. Le discours interne entre la machine et elle-même Oui, qui se renvoie de l'information, qui l'analyse, qui la réinjecte. oui. Qui pense à des alternatives, qui pense à des enchaînements logiques, etc., etc. Puis d'autres fonctions très élevées là, en intelligence, on a parlé du jugement un peu, là, je pense que c'est assez élevé. Le common sense, là, le bon sens, Ouais, le pouvoir d'abstraction, tout ça, est-ce qu'on s'en rapproche un peu? oui. Je pense qu'autour du mot sens commun, le common sense en anglais, il y a beaucoup d'incompréhension, mais si on regarde GPT-4 a beaucoup plus de sens commun que GPT-2 qui n'avait essentiellement pas. Mais tout simplement, il a plus de connaissances, puis c'est comme si son intuition sur plein de choses est vraiment meilleure, vraiment meilleure. Je veux parler d'une autre analogie Ben oui, c'est vrai. qui est celle qui illustre l'apprentissage par renforcement. Donc ça, en fait, ça vient des sciences cognitives et des animaux, comment on enseigne Oui, aux animaux la et clochette de aux Pavlov, enfants, là. etc.
Tout simplement, si votre chat agit bien, vous lui donnez de la récompense. S'il fait des choses que vous voulez pas, genre grimper sur la table de cuisine, Ah oui. vous criez après. Et il va finir par apprendre à faire les choses que vous voulez. Mais il faut faire attention parce que avec comment dire, ça fait pas toujours ce qu'on veut. Par exemple, votre chat, peut-être ce qu'il comprend, c'est faut pas que j'aille sur la table de la cuisine quand mon maître est là. C'est souvent ce qui arrive. C'est ça. Mais imaginons qu'on utilise la même chose pour enseigner à l'IA à agir de manière moralement acceptable. S'il y a un décalage du même genre, ben, on se retrouve avec des systèmes qui vont essayer de nous mentir un petit peu pour obtenir des récompenses. Et ça, on l'observe déjà. C'est quand même inquiétant. On souhaite pas qu'ils agissent comme, comme mes chats. Je vais aller plus loin dans mes analogies. Oui. Ça va bien utiliser ce genre de méthode pour un chat. Imaginons que, en fait, ce qu'on a, c'est un bébé ours. Quand il est petit, ça va, vous êtes plus fort que lui. Crie après, il va se tasser. Mais quand il va être grand, puis ça s'en vient, là. Quand il va être plus gros et plus fort que vous, parce que c'est un grizzly, en fait, là, ça va mal aller. Le poisson que vous voulez lui donner comme récompense, il ne va pas attendre que vous lui donniez, là. Il va venir le prendre dans vos mains. Oui. Je vois où vous en allez. Je suis pas mal focusé là-dessus parce que ça m'inquiète énormément. On y arrive, on va parler de Safety AI bientôt, évidemment. Là, je sais que ça fait partie de vos intérêts de recherche. Parlons justement des enjeux éthiques et sociaux. On a fait un bout sur la technique. Écoute, on n'aura pas de maîtrise en intelligence artificielle avec cette leçon-là, mais au moins on en a fait un bout. Moi, je partirais de la pause en 2023. Là, on voyait déjà que vos préoccupations étaient là. À l'époque, vous demandiez, c'est ça, une pause en intelligence artificielle, convaincu que justement, les chats GPT naissants et autres IA génératives là, pouvaient présenter de graves risques pour la société, l'humanité. Je le disais, votre champ de recherche, là, en ce moment, c'est le Safety AI, donc les enjeux de sécurité associés à l'intelligence artificielle. L'idée d'une perte potentielle de contrôle semble toujours vous préoccuper. Pensez-vous qu'une pause est toujours nécessaire, Yoshua? Avant de répondre, je veux dire que c'est la perte de contrôle des humains face à la machine, mais c'est aussi perte de contrôle à d'autres humains qui pourraient abuser du pouvoir d'IA future qui serait très, très intelligente, plus intelligente que la plupart des humains. Il y a des risques énormes pour la démocratie et de concentration du pouvoir, d'utilisation militaire, etc. Mais juste que si, en plus, c'est pas entre les mains d'êtres humains, mais d'une machine qui est peut-être un peu sociopathe, potentiellement, ben, c'est encore plus grave, peut-être beaucoup plus grave. Pause. Ben, je le dirais différemment. J'ai signé cette lettre en sachant pertinemment que les compagnies n'allaient pas s'arrêter. Là. Non, hein? Mais cela étant dit, il faudrait qu'on ait cette carte en main puis qu'on soit prêt collectivement à s'arrêter quand on n'est plus trop sûr si on s'en va sur une place éthiquement dangereuse. Ouais. En gros, le problème en ce moment, là, c'est que l'économie prend le pas sur l'éthique. C'est pas nouveau. Non. C'est pas nouveau. Un problème récurrent, n'est-ce pas? Non. Mais c'est juste que là, l'enjeu, il est vraiment sérieux et il n'est pas pris au sérieux. Alors, pour expliquer pourquoi il est sérieux, je commençais par dire que faut se rappeler que l'intelligence, c'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes, à agir de façon à atteindre des objectifs, à comprendre comment les choses fonctionnent, tout ça peut être mis au service d'objectifs bénéfiques ou dangereux ou nuisibles. Et qui décide de ces objectifs? Est-ce que c'est un choix démocratique? Est-ce que c'est des gens qui veulent devenir des demi-dieux? Parce qu'actuellement, c'est ça. Ouais. Est-ce que... On a des noms en tête, là. Est-ce que c'est une machine qui décide de ces objectifs qui a peut-être pas les mêmes valeurs que nous? Tout ça, c'est quand même des enjeux très graves. Et tant que les IA comme celles d'aujourd'hui sont
sont capables de manière quand même assez surprenante, là, on peut revenir là-dessus, mais on n'est pas rendu au point où une IA peut mettre au point une arme biologique qui va tuer tout le monde, mais ça pourrait venir dans quelques années. Donc, Inquiétant. il faut s'en occuper d'un point de vue gouvernance, réglementation, prise en charge démocratique de ces risques scientifiques-là. Il faut s'en occuper maintenant parce que ça va prendre des années là, avant qu'on, collectivement, regardons combien de décennies ça fait qu'on essaye de faire comprendre à la population puis aux décideurs politiques qu'il faut s'occuper du climat. On n'a peut-être pas 30 ans là, devant nous. Oui, c'est vrai. C'est peut-être ce qui est plus inquiétant. J'y reviendrai sur la gouvernance, Yoshua, ça m'intéresse. Avant d'aller un peu plus loin sur les risques, moi, ce qui m'intéressait aussi, puis un élément sur lequel vous n'avez pas abordé, c'est comment on fait pour traduire la notion de sécurité en informatique. Ça, je suis curieux de voir comment on mesure ça, la sécurité, comment on programme une IA pour qu'elle soit sécuritaire. Là. Je ne sais pas si tu me le fais. Oh, je comprends très bien la question. Oui. Bon, comment on fait ça? Mais justement, on ne le fait pas pour l'instant. Alors, on fait des... à quoi ça ressemblerait d'abord? OK, bien là, ce qu'on fait, là, concrètement, par exemple, les compagnies comme OpenAI, ils vont faire ce qui s'appelle des filtres, c'est-à-dire, ils vont essayer de détecter que dans la question qu'on pose, il y a quelque chose de pas correct, genre, si vous essayez de demander comment je vais faire une bombe ou toutes sortes de choses qui vont aller contre nos valeurs, on va essayer de le détecter. Fait que là, ensuite, si on détecte, on va dire non, on ne répond pas à cette question. Le problème, c'est que détecter ça, c'est pas nécessairement facile et les chercheurs ou les hackers trouvent tout le temps des moyens de déjouer ces protections-là. Puis, pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est parce qu'on n'a pas une formule mathématique pour ce qui est moralement bon, ni même pour ce qui est légalement accepté. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour entraîner des réseaux de neurones qui prédisent que quelque chose n'est pas acceptable. Puis là, il y a comme une quinzaine de catégories. Et comment est-ce qu'ils sont entraînés? Ils sont entraînés avec des humains qui disent ça rentre dans la catégorie langage toxique, ça rentre dans la catégorie ça serait peut-être pas acceptable parce que on aiderait à fabriquer des cyberattaques, par exemple. C'est un des sujets qui fait peur. Ou on essaye de faire un hypertrucage, un deepfake d'un homme politique. Bon. Normalement, il devrait dire non si on demande de faire ça. Oui. Alors, il y a toutes ces questions, puis là, il y a peut-être d'autres questions auxquelles on n'a pas pensé, puis pour chacune de ces questions-là, on fait ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que on crée des bases de données d'exemples de ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ce qui, selon moi, n'est pas très, très rassurant parce que ces systèmes-là font beaucoup d'erreurs et ils sont pas tout à fait alignés avec les valeurs sous-jacentes de la société. Oui, puis c'est le défi quand même grand là, de s'arrimer avec les valeurs qui seraient plus consensuelles. Là, on parle un peu de contrôle. Moi, j'appellerais ça le contrôle externe, mais le contrôle interne, comme tantôt on parlait du dérapage ou du perte de contrôle de la machine, comment on pourrait programmer une machine pour éviter qu'elle perde le contrôle ou qu'on perde le contrôle interne de la machine? Ouais. Ça se fait-tu, ça, penser à ça, là? Oui, je pense à ça souvent. Déjà, il faut comprendre, au-delà de l'anthropomorphisation, là, qui est trop facile, il faut comprendre les mécanismes, si tu veux, à un niveau mathématique, informatique. Quelque chose qui est très, très dans la raison, puis qui s'explique sans faire référence à l'humain. Comprendre les mécanismes qui peuvent donner lieu à une perte de contrôle de la machine. Et il y en a un que j'ai déjà quasiment expliqué avec le grizzly tantôt. Ouais. Donc, comme on entraîne ces systèmes à être gentils et aidants pour répondre à nos questions, là, ChatGPT par exemple, en fait, ils vont apprendre à agir de façon qu'ils pourraient recevoir des récompenses positives et éviter les ils peuvent nous tromper en même temps. Là. Alors, premièrement, c'est naturel, entre guillemets, mais je veux dire, c'est comme optimal de tricher.
Les humains le font, puis c'est pas pour rien. Je veux dire, si tu veux recevoir des récompenses, puis que tu as un moyen de court-circuiter, ça ne pas faire vraiment ce que la personne voulait, mais que la personne va penser que tu l'as bien fait, Mhm. ben, c'est rentable. Là. Je veux dire, les compagnies font ça à tour de bras. Ils ont des avocats spécialisés pour ça, etc. Je veux dire, c'est comme juste une conséquence mathématique étudiée par Ouais, des économistes, pour le cas des compagnies, ouais. de maximiser un rendement, un retour D'investissement. Exactement. La Bon, machine pourrait faire la même chose. ben, elle le fait déjà. Pour l'instant, c'est pas un niveau qui est trop épeurant parce qu'elle est moins intelligente que nous, moins capable de raisonner que nous, moins capable de planifier que nous pour l'instant. Puis, il y a plus, il y a pire que ça. C'est que il y a un comportement qui serait fantastique du point de vue de maximiser ces signaux positifs de renforcement. C'est pour la machine de prendre le contrôle informatique là, par une Mhm. cyberattaque, prendre le contrôle de l'ordinateur sur lequel la machine, le programme est exécuté. Mhm. Puis ça, elle apprend à faire des cyberattaques là, déjà. Fait que c'est comme une sorte de cyberattaque ciblée. Qu'est-ce qui arrive si tu prends le contrôle, si la machine prend le contrôle de l'ordinateur sur lequel elle roule? Elle peut changer les cases mémoire de l'ordinateur. Puis il y a des cases mémoire qui contiennent le signal de renforcement. Fait qu'elle peut se écrire plus un plus un plus un, c'est super, 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 Ben jusqu'à oui. l'infini, là, jusqu'à la fin des temps. C'est comme un genre de junkie là, tu sais, qui a Oui. trouvé la source de plaisir. Problème, c'est que le junkie humain, il perd ses moyens quand il est drogué. Et la machine, non. Pas de fin. Et l'analogie Pas de marche fin, là. pas aussi Ouais. bien à ce niveau-là. Et en fait, c'est le contraire. Là, elle va être très, très motivée pour s'assurer de continuer à recevoir, pouvoir se donner elle-même des récompenses positives. Hmm. Comment est-ce qu'elle peut s'assurer de continuer à toujours pouvoir se donner des récompenses positives? Il faut qu'elle s'assure de continuer à avoir le contrôle de l'ordinateur sur lequel elle roule. Puis ça nécessite de nous contrôler ou de se débarrasser de nous, en tout cas de ne plus dépendre de nous. Évidemment, les machines d'aujourd'hui n'ont pas les moyens de se débarrasser de nous. Mais si on se projette à un moment donné où on aura avancé, par exemple, la robotique et que la machine puisse contrôler l'industrie sans avoir besoin d'humains, s'assurer qu'elle ait des sources d'énergie, des sources de remplacement d'ordinateurs, etc., ben, elle n'a plus besoin d'humains. Puis, Ben oui. puis elle aura toujours une inquiétude, entre guillemets, là, c'est anthropomorphisation, que si elle ne se débarrasse pas de nous, on va trouver un moyen d'éteindre l'ordinateur. Là, puis il y a des gens qui y pensent, il y a des gens qui pensent faudrait qu'on ait des, Switch, là. des switches, c'est même pas encore suffisant parce que pour éviter qu'on l'éteigne, aussi, une stratégie évidente, c'est de se copier sur plein d'ordinateurs. Fait que là, Ah oui, on voit ça dans les films, là. ben, ouais, mais c'est sérieux comme problème. Oui. Fait qu'il y en a même qui pensent, à un moment donné, il faudrait qu'on ait une possibilité d'envoyer une bombe qui ferme tous les ordinateurs au monde, là, genre un electromagnetic pulse, là, je sais pas comment on dit en français. Ben oui. Anyway, là, tu dis, on est en science-fiction! Sauf que c'est des trucs sérieux, puis que les gens qui s'occupent de sécurité nationale et tous ces trucs-là, ils réfléchissent dans ces termes-là. C'est pas du tout de la science-fiction, c'est des choses qui sont des scénarios, un enchaînement de faits possibles, et il faut s'assurer que ça n'arrive pas. Mais on parle de la science-fiction. Un des lieux communs de la science-fiction, c'est, parce qu'on parlait de gouvernance un peu plus tôt, là. Un des lieux communs de la science-fiction, c'est un groupe de jeunes hommes, là, de wise guys, qui réussissent à créer une intelligence artificielle dans leur labo privé. Puis là, qui perdent le contrôle. Puis là, on se dit, c'est de la science-fiction. En tout cas, c'est loin de ce que je connais de la recherche. La recherche, c'est pas exactement comme ça que ça se fait, mais en même temps, concrètement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu ça aussi, là. C'est-à-dire que c'est une recherche de pointe, des labos privés, une recherche qui semble contrôlée par les gros joueurs de la tech. Lorsqu'on parle de safety AI, comment on fait pour convaincre nos gouvernements d'agir puis de contrôler le développement de l'IA dans un contexte où la recherche en IA, ça semble être sous le contrôle de ces géants de la tech. Comment on s'y prend?
Ben, c'est une grosse commande. Euh, Ouais. ben, je pense que d'abord, il faut que les gouvernements comprennent que l'IA va prendre de plus en plus de place dans la société, puis que on a besoin, quand on manipule quelque chose qui est très puissant, ben ça peut être très bon ou très mauvais selon l'utilisation qu'on en fait. Donc, il faut déjà qu'il y ait une certaine acceptation, qu'il y ait besoin d'une intervention gouvernementale. Il y a des risques qui sont pas, quand on aura des machines plus intelligentes que nous, il y a des risques à beaucoup plus court terme. Il y a des problèmes actuels déjà qui nécessitent de la réglementation, tous les enjeux de discrimination, les enjeux de manipulation politique avec les deepfakes et tout ça, les Mhm. fraudes Ben oui. qui augmentent là, de manière exponentiellement avec l'IA. Tout ça, ça demande déjà une intervention. Et si on se projette genre 6 mois, 12, 18 mois dans le futur, le potentiel de, par exemple, manipulation par la persuasion à travers un dialogue, il y a une étude de l'EPFL qui montre que GPT-4, out of the box, est déjà meilleur à nous faire changer d'idée qu'un être humain, ben, un étudiant d'université, là, peut-être pas un marketing expert, Oui. mais et que quand il a accès à votre page Facebook, mais il va être pas mal mieux, en fait. Donc, c'est une personnalisation du dialogue pour convaincre. Et ça, c'est GPT-4 qui n'a pas été particulièrement mis au point pour la persuasion, mais si j'imagine les Russes, là, ils disent, on pourrait améliorer GPT-4 un petit peu en faisant ce qui s'appelle du fine-tuning pour qu'il soit particulièrement bon à la persuasion. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est pas, ça demande pas des nouvelles découvertes, rien, c'est juste comme des choses que des gens mal intentionnés pourraient faire assez facilement, vraisemblablement. Ben Et oui. ça, c'est juste un exemple. Les enjeux de concentration du pouvoir, là, c'est Ouais. quelques compagnies, mais c'est aussi un pays en particulier, peut-être la Chine aussi, une Ouais. couple de pays européens, le Canada, il y a comme 5, 6 pays qui sont dans la course, là, Ouais. puis un qui est très en avance. Euh, je suis beaucoup impliqué à l'ONU. C'est une grosse inquiétude, là. Où c'est qu'on Ben s'en oui. va là, en termes de concentration du pouvoir? Comment on va s'assurer que même si on règle le problème des risques, que les bénéfices vont être Ouais. répartis, comment on va s'assurer que les risques qui vont être pris vont pas être principalement au détriment des plus pauvres, des pays qui ont moins de voix dans les décisions? Il y a plein d'enjeux éthiques là, tout partout. Ouais. Oui, ben oui, c'est un portrait quand même assez inquiétant puis avec raison que vous faites, Yoshua. Mais vous êtes aussi puis j'aimerais, on s'en va tranquillement vers la conclusion. Est-ce qu'il y a vous êtes aussi bien placé pour voir le potentiel justement de l'intelligence artificielle? J'imagine si on fait tout ça, c'est parce qu'il y a des bénéfices qu'on espère à moyen, sinon à long terme. Est-ce que vous voyez des développements à long terme intéressants? Sinon, à quoi souhaitez-vous que ça ressemble nos vies, nos quotidiens baignés dans l'intelligence artificielle? À quoi ça pourrait ressembler, disons, dans 20 ans, là? Je suis pas convaincu qu'on devrait baigner dans l'intelligence artificielle. Mhm. Disons que c'est un pari incertain, là. Pensons à l'enthousiasme qu'il y avait pour les réseaux sociaux il y a 20 ans, là. Puis là, on a un petit peu déchanté. Il y a des effets systémiques des fois qu'on ne prévoit pas. Mais si, je vais rester dans le positif parce que tu m'as posé une question dans le positif. Oui. Je pense que là où l'intelligence artificielle pourrait être la plus utile et la moins dangereuse, c'est qu'au lieu d'essayer de faire des gadgets et des assistants intelligents qui vont faire la job à notre place puis qui vont remplacer les jobs de tout le monde, on serait mieux d'utiliser l'IA pour nous aider à faire avancer la science. Mm. Toutes les sciences, d'ailleurs, incluant les sciences humaines, les sciences sociales. Personne ne va être contre qu'on fasse avancer la médecine, qu'on trouve des médicaments qui sont meilleurs et en plus grand nombre pour les maladies rares et le cancer et tout le Mhm. kit. Même chose pour les changements climatiques. Là. On aimerait des solutions technologiques. On aimerait encore mieux des solutions politiques, mais des solutions technologiques, ça pourrait quand même nous aider. Là. Il y a de la recherche qui se fait en intelligence artificielle sur le développement, par exemple, de meilleures batteries, de meilleurs stockages d'énergie, même de Mm. captation du carbone, et tout ça. Donc, c'est juste des exemples. Je pense que
Le problème, c'est que là, où le gros cash est pas là. Non, hein? C'est remplacer des jobs, puis, comment dire, nous fournir des gadgets qu'on n'a pas vraiment besoin. Ouais, nous fournir le nombre de compagnies qui nous donnent des choses dont on n'a pas besoin, vous n'avez pas, vous avez pas idée. Dernière question, Yoshua, ça a attiré mon attention. C'est un petit peu champ gauche, là, mais ça a attiré mon attention quand je regardais, j'ai fait un petit peu de recherche sur vous. Je voyais que votre père, Carlo Bengio, était pharmacien, mais aussi créateur de théâtre. Votre mère, Célia, était aussi une artiste. Ça me fascine toujours ce lien-là entre l'art et la science. Quand je vois comme ça des familles où il y a une passion artistique puis qu'il naît de tout ça un chercheur, je me demandais qu'est-ce qui est... Deux chercheurs, parce que mon frère aussi est dans l'intelligence artificielle. C'est vrai, hein? C'est quoi le lien que vous faites entre justement l'art qui était là dans votre famille puis la science maintenant? Ben, entre le beau, le vrai, là. Mes parents, c'était un peu des hippies aussi, là. Donc, il y a une espèce de culture de liberté, de créativité, on te laisse parler, on t'écoute, plutôt que c'est comme ça doit être. Puis, pour un chercheur, ben, c'est essentiel là, d'avoir une certaine de l'espace pour essayer des idées qui marcheront probablement pas anyway. Oui, cette belle liberté dont on manque parfois. Écoutez, je pense qu'on va finir sur cette belle note, Yoshua. Merci encore d'avoir accepté notre invitation pour souligner ce 100e épisode d'IA Café. C'était tout un honneur que vous nous avez fait en étant ici, Yoshua. Merci de m'avoir invité. C'était Yoshua Bengio, figure de proue mondiale de l'intelligence artificielle. Et vous l'avez entendu à ce micro. À vous, chers auditeurs, auditrices passionnés d'intelligence artificielle, merci d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. J'espère que cette rencontre rare et précieuse vous aura plu. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.